ومولانا وابا يا سيدي بابا ويربح من الصلاة على النبي ويا بابا ويا سيدي رضوان الله تعالى دنيا غرارة ويانا دنيا غرارة ويا بابا سيدي بكي والنادي وهي الولي أني كرميت الأرض هيا مولاي. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre du Salon littéraire du Grand Café de la Poste. Ce soir, nous avons avec nous Hicham Lasri. Bonsoir Hicham. Bonsoir. Bonsoir. Tu es cinéaste et écrivain casablancais, tu es né en 1977. Après des études juridiques et économiques, tu choisis l'abstraction du langage cinématographique et tu entames une longue période d'apprentissage en écrivant des pièces de théâtre, des romans, des scénarios et des BD. Après cette période, tu passes par l'école de la pub et du clip avant de réaliser tes premiers courts-métrages, développant une approche personnelle ancrée dans la société casablancaise en stylisant les décors de cette ville et ses habitants. Ton premier film, The End, en 2012, une fable qui traite des derniers jours du règne de monarque Hassan II, a été acclamé par les critiques et présenté à Cannes sous la bannière Acide et a été distribué en salle au Maroc en décembre 2012. En 2013, tu réalises C'est eux les chiens, puis The Seas Behind en 2015 et Serve Your Dog, qui a été présenté au mois de février de cette année dans le panorama de la Berlinale, le festival de Berlin. Tu donnes à publier des textes littéraires depuis 2002, comme le poème L'os de fer, des nouvelles regroupées sous le titre Passé simplifié, futur décomposé, les pièces de théâtre Crève ou Car rêve, et Larmes de joie, un jour de Semsem, et un roman à facettes, récit de science-fiction Statique, paru en 2010. Le roman Saint-Rita, qui est le roman qui nous regroupe pour ce soir, qui va être au cœur de la rencontre de ce soir, a été publié par le Fenech en 2015. Alors, je vais tout de suite te donner la parole et je te poserai une première question. C'est si tu veux commencer par commenter le rapport entre l'art avec la laideur, la souffrance, la violence et encore le mal, si tu veux parler de la relation de l'art et du mal, qui est quand même une sacrée question. Et avec le plaisir aussi qui est lié à la transgression. Alors voilà, beaucoup d'éléments, mais je te laisse gérer ça. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici, de présenter, Plus proche. Oui. de présenter ce livre. Il y a trop de questions dans cette question. Donc pour moi, en fait, l'envie, ça a toujours été de raconter des histoires locales qui viennent du Maroc et en même temps qui puissent être partagées sur le principe qu'on a tous besoin d'histoires dans le monde entier. Donc, moi, en tant que cinéaste, qui est en fait ma vraie vocation, on va dire, la chose que je fais le plus dans ma vie, c'est d'écrire des scénarios. Pour reprendre, en fait, moi j'ai toujours été intéressé par la condition de l'homme dans nos sociétés. Et l'une des choses la plus importante, en tout cas, c'est de voir la souffrance des gens, soit par manque, soit par privation, soit par écrasement politique, soit par écrasement social, soit par manque de choses qui font de nous des humains fonctionnels dans le monde actuel ou moins actuel. Donc moi j'ai toujours travaillé sur les années de plomb, sur ce que moi j'appelle mon enfance en fait. Moi j'ai vécu, en fait, j'étais enfant dans les années 80 et du coup je traîne avec moi en fait cet héritage-là des années de plomb, même si j'ai pas vécu, j'ai pas de famille impliquée là-dedans, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais je trouve toujours intéressant de ramener l'émotion forte qui généralement liée en fait à un désespoir, qui est liée en fait à une privation, qui est liée à une disparition, etc. Et d'où en fait l'idée de parler en fait finalement de nos sociétés avec pas forcément du bon côté. Il y a beaucoup de gens, quand je présentais mon travail ailleurs, en fait on m'a dit mais pourquoi vous ne montrez que les mauvais côtés de notre pays en fait. Pour moi c'est pas ça. Ce qui m'intéressait, c'est de voir notre maladie, de voir en fait les choses qu'on n'a pas envie de voir tous les jours en fait, d'essayer de les disséquer, de les comprendre, de les schématiser, de les écrire, parfois de les filmer, parfois d'en faire un texte.
Et parce que pour moi, ça participe en fait à une logique de convalescence. En fait. Si on comprend à quel point on est malade et c'est quoi notre maladie, on pourra chercher en fait le bon remède et forcément aller vers le rétablissement. Sauf que c'est très compliqué dans le cadre d'une société qui n'est pas d'accord avec elle-même, avec beaucoup de choses qui ne sont pas forcément résolues d'un point de vue historique, d'un point de vue de l'évolution, et puis le monde n'est pas arrêté pour faire le bilan. Donc tous les jours, il y a des informations nouvelles qui s'ajoutent, il y a des retournements, on passe d'un gouvernement à un autre, d'un règne à un autre, etc. Et les choses ne sont jamais résolues. C'est toujours ouvert en fait à tous les niveaux. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la condition de l'homme finalement dans cette société-là, avec ses contradictions, avec son hypocrisie, avec ce que ça fait finalement de pas très intéressant. C'est-à-dire, moi, mon travail, c'est d'aller un peu chercher là où les gens ont envie de planquer en fait le cadavre, en fait, non. Et c'est ça, ma liberté en tant que personne, c'est d'aller chercher là-dedans. Je n'appartiens pas à une institution, ça ne m'intéresse pas d'être dans la voie officielle. Et du coup, forcément, on est dans quelque chose qui dure en fait, parce qu'on parle de gens qui n'ont rien. Au Maroc, écrire un livre, c'est presque une aberration, parce que, encore plus en français, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de lecteurs, entre guillemets. Il y a des gens qui vont lire le livre, qui vont en parler, mais on ne s'adressera jamais aux masses. On ne s'adressera jamais à monsieur tout le monde. Et en même temps, dans cette contradiction, je trouve intéressant d'aller quand même là-dedans. D'aller en fait presque contre le mur et de produire des choses qui, parfois, ne vont pas être embrassées, parfois ne vont pas être, non pas de public en fait, non pas d'espace d'expression. Donc, que ce soit en cinéma, moi je fais un cinéma qui est assez, ici on dit élitiste, ou de festival, ou de choses comme ça. Mais c'est un cinéma qui demande aussi en fait un effort de la part des spectateurs. Mon travail d'écriture aussi demande un effort de la part des gens qui lisent et tout ça. Donc voilà, comment fabriquer quelque chose qui ne soit pas un renoncement, qui ne soit pas une concession et en même temps qui soit porteur d'une vérité, quelque chose qui m'est personnel, une sorte d'honnêteté on va dire, qui est conscient de sa limite dans le cadre de cette société. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais... Donc, Rita, le personnage principal du roman, est une victime de la violence sociale contre les femmes, mais dans son martyre gratuit, il se produit une forme de sanctification qui explique en partie le titre. Est-ce une manière d'incarner le Maroc et spécialement sa jeunesse? Est-ce que Rita est une forme d'incarnation d'une jeunesse marocaine? Et est-ce aussi une volonté de parler de la violence contre les femmes qui sévit partout dans le monde? Oui, je pense que c'est très facile de parler de la violence contre la femme, en tout cas de la condition de la femme dans la société. Pour moi, c'est un non-sujet dans le sens où tout le monde est d'accord. Théoriquement, tout le monde est d'accord sur ce que ça veut dire et ce que ça représente, ce que ça entraîne. Sauf qu'en pratique dans nos sociétés, on vit dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Il ne faut jamais oublier que dans le roman, et dans tout mon travail en général, il y a une grosse part d'ironie. L'ironie, c'est une sorte de désespoir. Comme disait Léo Ferré, le désespoir est une forme supérieure de la critique. Donc moi, c'est très important pour moi d'être dans ce rapport presque ironique, d'ironiser un peu ces situations-là, parce que finalement, on est dans le cliché. Pour moi, quand on parle de la position de la femme ou de l'homme, il y a des choses qui sont des évidences, qui n'appellent jusqu'à... il appelle un sentiment presque de pitié qui ne m'intéresse pas plus que ça. Ou d'indignation, que je trouve un sentiment extrêmement inintéressant, l'indignation comme rapport au monde, je trouve ça un peu laid, ça enlaidit en fait, celui qui le reçoit comme celui qui l'aimait. Donc du coup, moi, c'est très important pour moi d'être presque dans l'interstice en fait, ironique par rapport à l'histoire. Je m'explique. Ça ne m'intéresse absolument pas ni de parler de sexualité, c'est-à-dire le roman parle de filles qui sont homosexuels, qui s'aiment, l'une en cachette, l'autre avec une grosse affirmation. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est le télescopage entre deux réalités sociales. Quelqu'un qui vient d'un milieu où on peut se permettre tout, sous prétexte qu'on a un père ou quelqu'un qui a le pouvoir de pouvoir nous sortir de n'importe où, en soudoyant en fait le système, et quelqu'un qui ne représente absolument rien, qui peut disparaître et personne ne va demander auprès de lui. Donc, comment faire rencontrer ces deux univers parallèles, comment on crée des étincelles à partir de là, comment raconter une histoire d'amour qui est quelque part juste un malentendu en fait. Parce que en fait dans le texte il y a 3 points de vue, 3 chapitres. Et clairement on est dans le point de vue, finalement le titre vient
le titre vient en fait de son amoureuse. En fait. C'est elle, pour elle, c'est Saint-Rita, c'est celle qui va la sauver, à la fois socialement, humainement, émotionnellement et tout ça. Donc pour moi, c'était très important d'être à la lisière de thématiques, on va dire, sociales, sociétales, de choses qui sont là, qu'on peut lire dans le journal et tout ça. Donner l'impression presque qu'on est dans une sorte de modernité de l'action, alors que ça ne m'intéressait pas beaucoup en fait. C'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est à la fois comment dépeindre ça, comment raconter ça, avec quel mot, avec quelle manière, avec quelle technique finalement, avec quel style. Je déteste ce mot, mais ça s'applique pas mal à ton travail en général, oui. Voilà, oui. Mais en fait, voilà, comment styliser en fait cette rencontre, comment donner trois flux de conscience à chaque chapitre, parce que chaque chapitre est écrit avec une densité différente, avec une manière différente, parce que c'est 3 points de vue en fait. En film, c'est beaucoup plus facile de représenter ça. Et je trouvais que le challenge était intéressant de donner à voir quelque chose qui est écrit, mais que ça soit visuel, que ça soit impactant, évident et fort. Après, pour moi, il y a aussi beaucoup d'ironie par rapport à beaucoup de situations. C'est une séquence où les 2 filles montent dans un taxi blanc et le mec, il a le Coran et il leur demande de ne pas parler, parce qu'il leur impose une sorte de respect de la parole sacrée et tout ça, et les filles ne sont pas d'accord, donc ça finit en bagarre, etc. J'aime bien en fait comment aller là-dedans et de chercher en fait la logique, parce que quand on commence à demander aux gens pourquoi vous payez un gardien de parking alors qu'il y a un eurodateur, personne n'a de réponse en fait. Ou alors il y a quelqu'un qui va dire oui, c'est la solidarité sociale, ça nous permet de... Voilà, et j'aime bien en fait ces détails qui sont liés à ici, mais qu'on peut expliciter de manière narrative, dramaturgique ou visuelle, avec beaucoup de puissance en fait, parce que c'est des liens de société, c'est des choses qui n'existent pas ailleurs, mais comment les incarner avec force et les rendre universelles. Alors le français, c'est un français très oral, avec plein d'anglicismes et de mots venus d'argot du cinéma et de la culture de la pornographie aussi, entre autres. Est-ce venu naturellement ou y a-t-il plutôt une volonté de faire émerger, tu l'as déjà répondu un petit peu, non, effectivement, éviter les tiroirs où on laisse l'inconscient. Bon, si tu veux dire quelque chose par rapport aux anglicismes aussi. En fait, moi, je voulais écrire un texte qui soit en fait une représentation de quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, quand je regardais les films américains. C'est quand il y a une prise d'otage, on envoyait toujours une lettre de rançon découpée en fait en journal. Il y a une vraie technique qui s'appelle le cut-up, c'est-à-dire on prend des choses et on les colle pour formuler un sens. Pour moi, c'était très important d'être dans un... comment raconter en fait une musique sans forcément être dans la note en fait. Comment être dans un univers sonore qui nous entoure en fait, qui nous assourdit aussi, parce que pour moi c'est un roman où il y a beaucoup de bruit. Oui. C'est très très sonore, il y a énormément de bruit, ça martèle, et ça pour moi, comme c'est un texte qui se passe à Casablanca, c'est une histoire qui se passe à Casablanca, pour moi Casablanca, c'est une ville qui est extrêmement bruyante et électrique. Comment rendre ça? Comment rendre ça dans un texte? Comment ramener cette puissance-là? Quelque chose qui dérange en fait. Au quotidien, c'est quelque chose qui nous assomme parce que ça nous transforme en zombies, ça nous zombifie presque. Donc comment raconter ça? Et je trouvais intéressant, l'idée c'était de faire presque du catch-up, d'utiliser en fait des fragments de choses, comme si on était comme si l'histoire ne nous appartient pas en fait. On est dans une réalité et puis on prend ce qu'on peut entendre, voir, où notre présence en fait permet de comprendre des choses. Donc, il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de phrases qui ne sont jamais terminées ou pas commencées. On se retrouve parfois au milieu d'une chanson comme si on démarrait la radio, etc. Donc je trouvais ça intéressant d'être aussi dans une sorte d'agression sensorielle. Voilà. C'est-à-dire c'est très très facile à faire en film, extrêmement complexe et dense, en tout cas à écrire, à ramener, et puis que ce ne soit pas juste des mots qui sont collés, qui n'ont pas de sens en fait, qui n'ont pas de sens par leur forme, qui n'ont pas de sens que par le sens en fait. Je veux dire le sens de chaque mot, etc. Donc moi je voulais vraiment qu'en ouvrant chaque page, on sente qu'il y a une architecture en fait, avant de lire en fait. Oui. Donc pour moi c'était très important. Typographique, d'un point de vue typographique carrément. Voilà, voilà, on sent que c'est pas les mêmes choses, qu'il n'y a pas le même flow, il n'y a pas la même densité, il n'y a pas la même musicalité. Et c'est des mots qui sont très très importants. Quand j'écrivais le texte, c'était très important pour moi. Le plan du texte a été très très facile à faire. La rédaction aussi du texte a été très facile à faire, mais après le dosage, ça a été un peu
plus complexe en fait. Comment doser tous ces éléments-là pour ne pas perdre complètement le spectateur et en même temps pour être aussi dans une logique un peu d'agression. Oui. Mais voilà, le seuil de tolérance, c'est quand les gens disent, ils ferment le texte, ils le jettent. C'est trop agressif ou il y a trop de choses qui nous agressent violemment. Donc voilà. Bon, enfin, je veux dire, c'est un texte agressif, quoi qu'il en soit. Enfin, pas tout. On parlera aussi de différents registres. Un ami m'a situé ton roman dans une vague que je ne connais pas, je ne suis pas en mesure de le maîtriser, mais une vague de nouvelle littérature en Darija, urbaine, employant un langage cru aussi en Darija. Et te sens-tu identifié ou lié à des jeunes auteurs qui pourraient publier, peut-être pas sous la forme de roman, mais aussi dans d'autres supports? En fait, moi je suis beaucoup plus un cinéaste qu'un écrivain, ou alors un cinéaste qui écrit. Donc du coup, je ne connais absolument pas en fait les références dont on parle. Je connais la musique, je connais cette idée de ramener la darija, en fait, le dialecte marocain, au premier plan en fait littéraire, qui est presque une volonté politique. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Donc non, je ne connais pas. Donc je sais pas. Et puis j'aime pas l'idée d'être dans une meute. Donc ça c'est autre chose. Et je pense que moi ça sort. C'est une histoire qui était nécessaire pour moi de raconter il y a 1 an et demi. J'aurais pas fait du tout la même chose, ni la même histoire, ni la même écriture, etc. Donc voilà. Donc je sais pas, il n'y a pas de concordance. C'est comme dire en fait que la nouvelle vague, c'est des gens qui sont mis d'accord pour inventer une nouvelle vague. Ça n'est jamais le cas. C'est a posteriori, des gens décident que théoriquement il y a quelque chose qui se passe, cinéma nouveau, nouvelle vague, des choses comme ça, au nouvel Hollywood, etc. Donc oui, c'est le rôle de la critique finalement de te situer après coup, malgré toi, en relation avec d'autres. Mais n'empêche, je pense qu'on sur les 4 dernières années, depuis le printemps arabe, on va le schématiser, on va mettre ce point-là, comme ça tout le monde sera d'accord et comprendra quoi. Je pense qu'il y a une sorte de remous, il y a une sorte de retrouvaille. En fait, les gens retrouvent la parole à ce qu'ils l'avaient perdu avant, à ce qu'ils l'avaient absolument pas avant. Ça, c'est vraiment le débat. Et ils ont retrouvé la parole pour dire des choses qui les concernent, pour être très pour dire les choses, pour exprimer leur désarroi, etc. L'expression la plus simple, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire tout le monde s'engueule surtout sur rien, sur un match de foot, sur quelqu'un qui dit que le Maroc n'est pas un pays arabe, etc. Donc ça crée une sorte d'intérêt et d'accumulation qui, pour moi, actuellement on est beaucoup plus dans la cacophonie. C'est-à-dire tout le monde parle en même temps, donc personne n'écoute. Et je pense qu'il viendra un moment où tout le monde va comprendre que cette parole ne va pas être reprise. Parce que c'est ça en fait ce qui est intéressant. On parle parce qu'on a peur d'être coupé. On parle parce qu'on a peur de ne plus avoir la parole. On parle parce qu'on pense qu'à un moment donné, on va dire ok, on va arrêter la radio, et il n'y aura que le silence comme avant. Donc je pense qu'ils vont se calmer et puis les gens vont commencer à formuler. Parce que ce qui nous manque en tant que nation, c'est des gens qui pensent notre condition en tant qu'arabe. Moi, je ne parle pas du Maroc, je parle du monde arabe globalement. Ça vient d'ici, ça part jusqu'en Syrie et même plus loin. Comment théoriser la position du, entre guillemets, le citoyen arabe dans le monde actuel? C'est-à-dire qu'on n'a pas de texte qui redéfinit ça, on n'a pas de texte qui nous resitue historiquement dans ce qu'on est actuellement. C'est-à-dire que ça a toujours été la voie officielle, démagogique pour beaucoup, pour dire voilà, l'arabe c'est Tariq ibn Ziyad, c'est le conquérant, c'est machin, tout comme ça, mais on ne dit pas que l'arabe c'est aussi les gens qui vont faire Daesh, les gens qui veulent partir en Europe clandestinement, etc. On n'a pas envie de montrer ça, alors que ça fait partie de l'équation. Comment réfléchir la position du citoyen arabe actuellement avec une vraie réflexion, pas un truc genre pour dire des vérités, des choses qui rassurent en fait. Parce voilà, c'est l'héritage en fait du passé. On n'a pas envie d'entendre parler des problèmes, ou alors c'est tellement amplifié qu'on n'y croit plus. Donc c'est deux choses. On n'est pas là juste pour dire ok, actuellement, historiquement on est là. Pourquoi on est là? Pourquoi on se retrouve à ce moment-là de notre existence, des milliers, des dizaines de siècles, à être à ce niveau-là un peu dans une logique cacophonique. Donc, voilà. Le personnage principal, Rita, qui est très belle, est aussi une brillante intellectuelle qui fait aussi une thèse sur Hassan II, sur le discours de Hassan II.
Et donc, le roman, tu introduis comme ça des fragments de discours authentiques de Hassan II. Et je voudrais que tu lises ce fragment que tu lises, parce que ça rebondit un petit peu sur ce que tu es en train de dire. Donc, c'est une citation d'un discours, un vrai discours de Hassan II. Donc voilà, voilà, je commence. Maintenant, ce qui est des prisonniers politiques, il n'y en a pas chez nous. Il y a des prisonniers d'éthique. Je reprends. Oui. Maintenant, donc Hassan II dit, j'ouvre la citation. Maintenant, pour ce qui est des prisonniers politiques, il n'y en a pas chez nous. Il y a des prisonniers d'éthique. Nous sommes un pays civilisé qui est contre l'anarchie, contre le désordre. Tout homme, toute organisation qui voudra, dans le désordre, dans l'illégalité, dans l'irrespect de la loi porter atteinte à l'édifice de 13 siècles, nous sommes le seul édifice du monde arabe qui, pendant 13 siècles, a maintenu son caractère monolithique et entier. Et je dis monolithique parce que nous sommes un granit. Toute organisation de ce genre, qu'elle soit composée d'un homme, de 2 hommes, de 1000 hommes, devra être combattue non seulement par le pouvoir en place, mais par le Maroc tout entier. Hassan II au club de la presse d'Europe 1, le 22 novembre 1976. Voilà, 76, 40 ans, non? Parler d'un Maroc monolithique, c'est quand même hallucinant, non? Je veux dire, c'est vrai, c'est-à-dire, il n'y a rien de plus vrai que ça. Tu as vécu, tu parlais des dessins animés de la télévision qui étaient coupés par des interventions de Hassan II qui apparaissaient, qui te laissaient sur ta fin, tu ne pouvais pas voir la fin du dessin animé. Enfin, quoi qu'il en soit, ce qui pour moi est frappant, et c'est presque une bonne nouvelle, c'est de se dire que aujourd'hui, ce discours-là, si un politicien se permettrait de l'avoir dans la scène publique, serait la proie de critiques de tous les bords. Donc finalement, il y a eu une évolution en 40 ans très considérable, mais qui n'est pas suivie par tout le monde. Il y a encore peut-être plein de personnes ici au Maroc encore qui voient le Maroc comme ça, qui voient cette idée de on doit tous combattre toute dissension, non, toute voix critique, toute voix qui ne... Il y a cette chanson de Brassens, non? Les braves gens n'aimaient pas qu'on souvienne notre route de queue, non? C'est un peu ça, non? Je ne sais pas si tu veux encore dire quelque chose sur ce point ou... Moi, je suis assez sceptique. Je ne pense pas qu'on a tellement changé. Je pense qu'on a fait un peu une sorte de tour dans le vide comme ça, mais qu'on se retrouve toujours avec le même héritage, le même fascisme ordinaire et normalisé, en fait. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui disent que nous, il va mettre plein d'adjectifs derrière qui sont au choix. Parce que quand on parle en arabe, dans la presse arabophone, il y a une sorte de fascisme latent qui est là tout le temps. Personne n'en parle, ça gêne personne parce que c'est pas en arabe. Et l'un des exemples les plus violents auxquels on a assisté il y a pas, je sais pas, il y a 6 mois, il y avait une couverture je me rappelle pas de quel magazine, mais qui disait est-ce qu'il faut brûler les homosexuels. Ça, merci, Maroc Hebdo. Donc, est-ce qu'il faut brûler les homosexuels? Ça, normalement, dans un journal en arabe, c'est presque commun. Mais c'est juste parce que ça passait la barrière de la langue. Donc, les gens, les esprits lumineux, ils ont vu ça. Donc, ils ont pensé que ça sort de nulle part. Ça sort de quelque part. Il y a tout un héritage, c'est-à-dire il ne faut jamais oublier que ce n'est pas parce que les gens disent les choses qu'ils les pensent vraiment et inversement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dit qu'on ne le pense pas du tout. Donc voilà, il faut être dans ce rapport-là beaucoup plus ambigu en fait. On n'est pas sorti de l'obscurité pour la lumière, on va passer pendant longtemps dans la pénombre avant de retrouver la lumière ou pas. C'est ça qui est intéressant en tout cas dans l'évolution d'une société, c'est on ne tranche jamais en fait. Moi, dans mon dernier film, je raconte l'histoire qui s'appelle Starve Your Dog, joue à Québec, d'un Basri qui est encore vivant en 2015. Et on a eu beaucoup de mal à avoir les autorisations de tournage et même de faire le film. Parce que pour les gens, on pense qu'on est passé à autre chose, mais c'est juste une pensée en fait. C'est juste on se rassure pour dire ok, c'est plus la même période, c'est plus la même époque. Et le film raconte comment finalement les gens ils ont encore peur. Aussi peur qu'à l'époque, parce que finalement, c'est pas parce qu'on a sacrifié une personne que le système a été renouvelé. Oui. Les hommes qui étaient à l'époque sont quelque part encore là, l'héritage de l'époque il est encore là, les pratiques de l'époque sont encore là, d'une manière ou d'une autre. Après, on le cache plus ou moins. C'est-à-dire le problème d'un criminel, c'est pas d'être un criminel, c'est juste de ne pas se faire prendre en fait.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a cette part-là de pénombre qui va toujours être là, qu'on l'accepte ou pas. C'est-à-dire, ailleurs on appelle ça mafia, ici ça n'a pas vraiment de nom, on appelle ça corruption, on appelle ça une extension du marzanisme, on appelle ça l'époque d'avant ou l'ère d'avant, etc. Mais on sent que c'est toujours là, c'est toujours pratiqué, et c'est très très compliqué de sortir complètement je sais pas, de 40 ans, de 50 ans, d'une pratique en fait. Je pense de manière pavlovienne, on ne peut pas se débarrasser de réflexes comme ça, ou de gestes ou d'habitudes en fait. Donc ça prend beaucoup de temps et surtout une rééducation. Et comme je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'on est malade pour commencer à vouloir se soigner. La plupart des temps, on donne l'impression qu'on a coupé le cordon et qu'on est passé à autre chose. C'est comme si on avait on a pressé un bouton et la lumière est tombée sur nous et ça nous a nettoyés. Ça ne marche pas aussi, c'est une belle métaphore, mais ça ne marche pas dans la réalité comme ça. Donc, voilà. Le roman, j'ai évoqué on a mentionné toute la violence qu'il y a de la société, de la ville de Casablanca avec ses personnages très dans son tripode, des jeunes que je peux appeler des jeunes paumés de la société. Et il y a un passage qui est dans la troisième partie, qui sont les notes personnelles de Stilto, qui est cette femme qui est amoureuse, c'est l'amante de Rita. Et dans son journal intime que tu écris, on trouve une autre écriture. On trouve une écriture poétique, d'une certaine manière, très 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 sensible. Et je me suis dit jusqu'à quel point il y avait une part de toi-même, de ton vécu, d'une relation amoureuse qui était projetée aussi dans ce personnage de Stilto. Comment tu l'as vécu, ce personnage spécialement? Non, il y a une part de vécu, mais plus d'observation qu'au personnel. Moi, j'ai écrit le texte comme si j'étais un comédien qui jouait plusieurs registres dans plusieurs genres de pièces de théâtre, de films. Donc, chaque fois, l'exercice était d'arriver en fait à l'incarner, d'arriver à être dans la musicalité du personnage, la caractérisation, la manière de réfléchir, les références, le référentiel, le flow aussi, comment il parle, parce qu'il y a trois personnages, chaque personnage parle différemment parce qu'ils ont des backgrounds très très différents et tout ça. Et sur ce texte-là, qui était le plus compliqué je ne sais pas combien de pages il dure dans le roman, c'était le plus compliqué à dire parce que c'est quelqu'un qui parle d'une voix intérieure, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un ou qui réfléchit. C'est un journal intime, oui. Voilà, oui. Et je pense qu'il y a une sorte d'acceptation presque de la fêlure en fait, là où ces personnages-là, ils sont toujours en train d'être contre quelque chose, d'être contre le schéma. Pour Sainte Rita, pour Rita, en fait, c'est quelqu'un qui n'accepte pas les règles de la société telle qu'il est établie. Et du coup, il fait tout sans méchanceté pour provoquer les gens. Et d'ailleurs, l'incident qui va provoquer tout le drame de l'histoire, c'est presque une boutade, c'est presque un gars qui fait tout ça. Oui. Donc pour elle, il y a une sorte de tendresse contre le système. C'est-à-dire il n'a pas envie d'accepter les règles qu'on a imposées. Là où Stilto, son amoureuse, c'est quelqu'un qui a toujours vécu un peu, il a marché à l'ombre en fait. Il marchait à l'ombre parce que c'est une manière de se protéger, de ne pas recevoir de coups, de ne pas, voilà, il n'a pas les épaules d'affronter des flics ou de sortir de l'ombre du placard. Donc ça c'était important. C'est facile à écrire aussi, c'est pas compliqué en fait d'être dans la tête de quelqu'un qui est paranoïaque et qui a peur. La peur, c'est quelque chose qui est très très fort, en fait, très simple et très fort pour exprimer en fait nos conditions d'un homme fragile, d'une femme fragile dans une société comme encore plus une femme homosexuelle à Casablanca. Mais ça, c'était beaucoup plus complexe parce que il fallait rendre son intériorité et il fallait rendre l'acceptance du fait qu'elle est en échec depuis tellement longtemps et que finalement, il n'a pas de choix en fait, que d'échouer encore plus. C'est-à-dire, tout ce qu'il déteste dans le monde, c'est son père. Et il va devenir comme son père. Parce que c'est quelqu'un qui a abandonné le combat, qui va se battre contre rien, qui accepte tout ce qui vient et devenir un homme médiocre en fait. Il va devenir une femme médiocre et ce destin qu'il craignait, il réalise que ça va s'incarner avec une sorte de lenteur terrible parce que c'est ça la torture, c'est-à-dire il se voit tomber, il se voit échouer, il se voit devenir minable aussi. Si vous avez des questions. Bien, alors oui, non, moi j'ai une question, c'est la deuxième partie, c'est ce que j'appelle le tour de reconnaissance. En fait, c'est un principe très simple.
mentionnes une série d'abord de personnes et après une série de sujets, tu vas répondre. Et puis après, effectivement, si on a encore un peu de temps, on va laisser la place aussi à des questions du public. Alors, je commence ma liste. La première personne, c'est un ami commun, c'est David Ruffel. David, il a fait ce que, en fait, et il m'a aidé en fait à accoucher du texte. C'est l'éditeur en fait, Oui. je pense, mais c'est l'équivalent d'un producteur. Un producteur pour faire un film, c'est quelqu'un qui a à la fois l'interface entre le réalisateur et le monde extérieur, tous les autres qui vont lui demander des choses, et puis c'est surtout celui qui va un peu garantir l'intégrité du travail, de l'œuvre et tout ça. Et la rencontre avec David était formidable dans le sens où il a dès le départ compris ce que je voulais accomplir et m'a aidé à y arriver un peu plus facilement. Ça n'excluait pas en fait parfois des engueulades et parfois des désaccords, etc. Mais c'était très une belle expérience. Voilà. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement... Fawzi Ben Saïdi. C'est un cinéaste marocain que j'admire et que j'aime beaucoup parce que il y a 15 ans, il n'y avait pas d'école de cinéma au Maroc. Donc c'était très difficile pour un jeune comme moi qui vit au Maroc, qui n'avait jamais quitté le Maroc, de faire des films, alors que c'était mon rêve. Donc, et voir quelqu'un qui fait des films comme ça m'a permis en fait d'avoir le peu d'espoir qu'il me fallait pour franchir la ligne. En fait, voilà, parce qu'on peut abandonner assez facilement quand on sait qu'on n'a pas la possibilité de faire des films. Donc voilà, c'est quelqu'un, voilà, c'est par l'exemple, je pense que ça a été quelqu'un de fondateur. Tu l'as mentionné tout à l'heure, Balan, James Graham Balan. C'est un auteur anglais que j'admire énormément pour deux choses. D'abord parce que c'est un anglais très comme il faut, mais mais toute sa pensée est complètement déviante en fait. Je pense qu'il a réussi à être ce que doit être tout anglais, c'est-à-dire d'être bien, un bon sujet de la reine, et tout ce qu'il écrit est complètement distordu, raconter une réalité complètement barrée, complètement givrée et tout ça. Et ça m'a vachement intéressé en fait, parce qu'on peut venir de quelque chose de très carré, de très cartésien et tout ça, et puis raconter des histoires terribles, terrifiantes, amusantes, grotesques et tout ça. Et moi, mon travail essentiellement, c'est aussi ça, c'est comment rendre, pas grotesque, mais en tout cas aux limites du grotesque, notre quotidien pour l'amplifier, pour lui donner un peu plus de sens, jusqu'à l'absurde en fait. Federico Fellini. Je pense à Fellini parce que Fellini était un grand carnavalier. Enfin, il y a un carnaval comme ça, et dans tes films aussi, je vois aussi beaucoup de personnages un peu... Enfin, voilà, je te laisse te dire. Oui. Fellini, c'est un grand maître à nous tous, dans le sens où c'est l'un des premiers à avoir vraiment travaillé sur que des marginaux. En fait, d'avoir en fait occulté la société officielle pour aller vers les marges. Et c'est là où ça se passe finalement, parce que toutes les révoltes viennent de la marge, avant de devenir mainstream, de se transformer en courant officiel. Donc après, c'est un grand cinéaste avec ses obsessions, avec la faiblesse de l'âge aussi, c'est-à-dire les derniers films qu'il a fait n'étaient pas terribles. Donc voilà, c'est très attendrissant, c'est un parcours extraordinaire, cette image incroyable dans la Dolce Vita de Christ qui vient avec un hélicoptère et tout ça. Donc voilà, donc c'est plein d'images, c'est éviter de l'ennui, les gens morts qu'on voit après leur mort, etc. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de souvenirs, beaucoup de poésie. Alors maintenant, un film. Choisis un film que tu veux parler. Il y a un film américain que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connu, qui s'appelle Johnny Got His Gun. En français, je pense que c'est Johnny s'envoie en guerre, qui est un film de Dalton Trumbo. Je pense qu'il vient de faire un film sur sa vie récemment. C'est un film en fait qui parle de quelqu'un qui a subi une telle blessure en plein, je pense, Deuxième Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale, qu'il n'a plus de visage en fait. Et on raconte ses souvenirs. Lui en fait se souvient de son passé, ce qu'il a perdu, ce qu'il n'a pas perdu. C'est un film extrêmement perturbant. Parce qu'on raconte l'histoire de quelqu'un qui n'a pas de visage, avec une émotion et en même temps un aspect un peu expérimental très fort. Donc voilà, c'est un film à voir. Un livre. Je vais choisir un livre de Mohamed Khayatine qui est La vie et la mort d'Agon Chiche. Oui.
qui est une sorte de petit conte très très particulier, voilà, que j'aime beaucoup. Moi, que je compare à une sorte d'écriture à la Faulkner, comme ça, à la marocaine, avec beaucoup de colère, beaucoup de hargne. Et moi, j'aime beaucoup aussi, enfin, c'est une lecture d'adolescent, donc il y avait de la hargne. Il y avait de la hargne dedans et ça me plaisait énormément parce qu'il y avait ça, de la colère, de la hargne et tout ça, donc voilà. Après, je conseille aux gens aussi de lire tous les textes. Oui, oui. Une lutte. Une lutte. Tu as dit tout à l'heure, bon, je te laisse dire. Une lutte. En fait, moi, je suis du genre à ne pas me battre contre les choses, à me battre pour des choses. Donc, il n'y a pas de lutte en fait à avoir là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est de me réveiller le matin et d'écrire quelque chose, et, ce que je fais tous les jours, de travailler pour une œuvre qui ne concerne pas un contexte. C'est-à-dire, on comprend très facilement qu'en se battant contre des statu quo, contre un État ou contre un système, les systèmes finissent par tomber, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Donc moi, quelqu'un m'a appris il y a très très longtemps qu'il vaut mieux se battre pour quelque chose, c'est-à-dire de construire ex nihilo ou à partir de donner en fait sociétal quelque chose plutôt que d'être dans un combat qui finira par devenir un combat politique stérile. Ouais, on est À peu près dans le même registre parce que je vais te poser la question sur le 20 février. Oui. C'était un bon cirque et un bon happening. le 20 février, par ailleurs. D'ailleurs, qui apparaît non seulement dans Saint Rita, mais qui est de manière récurrente, comme la mort de Hassan II. C'est comme une série d'événements comme ça. Un cirque, tu viens de le dire, non? Bon, ouais, on laisse la différence. Enfin, un acteur ou une actrice? Un comédien ou comédienne? Marlon Brando dans Apocalypse Now. Ok. Oui. Pourquoi? Alors, si tu veux dire un mot. C'est pour beaucoup de raisons. La première, c'est que c'est l'incarnation suprême de ce que c'est un comédien, c'est la transcendance, c'est quelqu'un qui sort de l'ombre, c'est un mec avec... il n'a même pas de présence importante dans le film, et en même temps, il cannibalise le film, c'est ce qu'il représente, c'est quelqu'un qui est en fin de vie, etc. Tout le mythe, en fait, de ce que Joseph Campbell appelle le héros, c'est-à-dire tout ce qu'il ramène. Et en plus, la réflexion sur la condition humaine, un mec dans une grotte en train de se laver la tête chauve, etc. Et tout ce qu'on sait autour en fait, de ce personnage-là, c'est-à-dire la fabrication du film, c'est-à-dire Coppola a demandé à Brando de maigrir parce qu'il était censé être quelqu'un de perdu dans le désert et le mec vient extrêmement gros. Et la force de Coppola, c'est de jouer avec ça aussi, de me le mettre à l'ombre littéralement, de ramener le comédien le plus important de toute l'histoire du cinéma, et puis il le cache dans l'ombre et le montre que... Voilà, toute cette mythologie-là, je trouve ça très très fort. Merci beaucoup. ومولانا وابوا يا سيدي بابا ويربح من صلى على النبي ويا بابا ويا سيدي ري والله